Bonjour à tous et merci d'être nombreux ce soir. Donc, nous avons le plaisir d'organiser cette table ronde dans le cadre du programme de recherche-création que nous co-animons avec COAL, une association qui valorise les liens entre art et environnement. Je suis moi-même géographe. Je fais partie du laboratoire LADIS qui travaille sur les dynamiques sociales et les recompositions des espaces. Et nous travaillons depuis de longues années déjà ensemble sur ces enjeux de recherche-création. Cette table ronde ce soir est dédiée à ces enjeux de recherche-création, s'intitule Agir et changer les représentations et les pratiques par la recherche-création. Donc certains peuvent se demander ce qu'est la recherche-création. Je ne vais pas être très longue à ce sujet, vous pouvez trouver de très nombreuses définitions en ligne. Disons que c'est un mouvement qui mêle création artistique et recherche scientifique, et de nombreux binômes ont été créés entre scientifiques et artistes, de telle façon à proposer des expositions ou des produits de la recherche qui mêlent à la fois création et science. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir à la fois des chercheurs, des artistes et des responsables de collectifs artistiques. Donc, tout d'abord, et dans l'ordre de ceux qui prendront la parole, j'ai le plaisir de présenter Thierry Boutonnier et Julie Legal. Donc, Thierry est artiste. Il revendique, dans le cadre de sa pratique artistique, ses origines agricoles. Il a développé une pratique artistique autour de la question de la domestication notamment animale, et il a mené tout au cours de son parcours, finalement, les arts et les sciences du vivant. Julie Legal est maîtresse de conférences en géographie à l'ENS de Lyon, à l'École normale supérieure de Lyon, et elle est membre du laboratoire environnement, ville et société. Et son travail porte sur la conservation des espaces de proximité pour nourrir les métropoles. Donc, ils vont nous parler tous les deux d'une recherche-création qu'ils ont menée en commun, une recherche-création qui s'appelle Self Food, Sugar Killer, qui vise à explorer les enjeux de l'alimentation durable dans la métropole lyonnaise. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Anthony Duchesne, qui est artiste et qui développe un travail hybride de sculpture, de dessin et d'objets inspirés du fonctionnement de la nature et du monde animal et végétal. Il sillonne beaucoup l'univers du goût et c'est à ce titre de spécialiste de cet univers qu'il nous rejoint dans le cadre de la table et du territoire. Il travaille également sur les sensations olfactives et vous verrez, ou vous pouvez voir en ligne d'ores et déjà, que ces créations mélangent des figures d'hybridation et de mutation d'espèces végétales et animales aux combinaisons satiriques, un peu uniques. Voilà. Il est passionné de vin naturel et il collabore depuis quelques années déjà avec des paysans vignerons pour étudier le fonctionnement des sols, de l'équilibre de la nature et de la polyculture. C'est une recherche-création qui va de pair, enfin qui est accompagnée par la table et le territoire. Ensuite, j'aurai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Lucas du Parti poétique Zone Sensible, qui nous présentera Zone Sensible, qui est aussi un lieu de création et une ferme en agroécologie à Saint-Denis, qui supporte plusieurs projets de recherche-création, et dont un, les récits-recettes, qui a en partenariat avec la table et le territoire. Enfin, j'ai le plaisir d'accueillir un membre du collectif Silo, Bernard Revel, qui nous présentera le collectif qui est intervenu notamment sur cette question de recherche-création autour des récits-recettes. Il nous présentera le collectif et sa manière de travailler en milieu rural, en lien notamment avec ces enjeux d'alimentation. Donc, je vais immédiatement céder la parole à Thierry et Julie en leur demandant tout de suite, finalement, présentez-nous votre recherche-création,
quelle place est-il fait à la recherche, quelle place est-il fait à la création et qu'est-ce qu'a d'unique votre projet en tant que mélange de recherche et de création? Donc, merci. Ne prenez pas trop de temps chacun parce que nous avons une table ronde assez riche. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Je vais faire une brève rectification. Je suis actuellement en détachement au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc je suis maître de conférence de rattachement, mais je suis en détachement actuellement. Mais je suis bien géographe, voilà. Donc c'est précisément par la géographie qu'on est rentré dans ce projet et qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs par ton intermédiaire Nathalie. Donc le projet Sugar Killer qu'on va présenter aujourd'hui, il naît bien d'une rencontre entre des chercheurs qui pratiquaient déjà cette recherche-création et puis des artistes qui pratiquaient aussi déjà cette recherche-création, qui avaient envie de se mettre en contact avec la recherche. Ça me semble un point important parce que dans ce processus de recherche-création, on écrit les deux avec un tiret et ce tiret, il est important parce qu'il y a bien une rencontre à un moment donné qui se fait aussi par des personnes intermédiaires ou qui se fait parce que l'un comme l'autre l'une comme l'autre des parties, on est inspiré par un élan vers quelque chose qui dépasse son propre silo disciplinaire sans doute, mais ce n'est pas juste disciplinaire, c'est aussi son propre secteur professionnel auquel on est rattaché. Donc dans ce rapprochement, il y a quelque chose de commun qui est une quête, un besoin de se questionner de manière sensible, un besoin de sortir des normes et d'accepter de se décentrer et tant dans nos disciplines que dans nos pratiques et de recherche et artistique pour aller privilégier plutôt un éveil sensible, un sens critique, plutôt que de rester sur de la norme. Alors nous, c'est un projet qui naît sur un questionnement autour de la justice alimentaire pour voir comment est-ce que les adolescents se représentent l'agriculture, quelles sont leurs pratiques alimentaires, et est-ce que si on introduit des éléments qui parlent d'agriculture dans des cours sur l'alimentation, ça les fait pratiquer leur alimentation autrement. Donc, c'est une recherche-action qui s'appelle Marguerite et qui, depuis, a donné lieu à une association qui s'appelle le Réseau Marguerite. Et donc, on s'interroge sur l'accès des adolescents, en particulier des quartiers à Lyon, à Vaux-en-Velin, à cette agriculture de qualité, à cette alimentation de qualité. Ça devient insuffisant à un moment donné d'être sur la recherche. Et donc, c'est là qu'on rencontre Nathalie qui nous fait rencontrer Thierry. Et voilà, je te remercie, Julie. J'embraye effectivement parce que donc on voit le territoire que décrit donc Julie concernant le réseau Marguerite, la métropole de Lyon, les adolescents, mais elle décrira aussi d'autres territoires dans d'autres endroits de la planète. Et il est vrai que moi, dans le cadre de ma pratique, la question de la participation, de s'adosser à la puissance du végétal et comment faire évoluer le regard par une pratique et comment une pratique de culture d'être végétaux. Ça, c'était amorcé depuis notamment une pépinière urbaine et un verger participatif à Mermoz. Et ça a buissonné. Et nous avons développé une roseraie, notamment à Vaux-en-Velin, et c'est là où on partageait aussi un territoire géographique commun avec Julie à Vaux-en-Velin. Et le collège Henri Barbus a été l'occasion, donc concrètement, sur le terrain, de voir comment nos pratiques pouvaient se conjuguer à travers donc des problématiques de recherche et puis de création qui étaient déjà dans une dynamique. Alors, ce qui est sûr, c'est que je ne partais pas et nous ne partions pas avec des a priori, dans le sens où évidemment on en est gavé de préjugés, mais là en l'occurrence c'était l'occasion privilégiée pour faire des pas de côté dans nos pratiques. Et sur ce terrain qu'on avait déjà un peu en commun, d'entendre et d'enquêter sur ce qu'avaient à nous montrer, à nous dire les collégiens concernant leur paysage alimentaire, leur portrait alimentaire, leur environnement tout court, quoi. Et
depuis déjà 2016, Julie et Aurélie au collège avaient déjà enclenché une dynamique. Moi, je suis arrivé à un moment de leur enquête où ils se retrouvaient avec une base de données visuelle qui sont les self-food. Donc peut-être, Julie, ce serait intéressant de parler de ces self-food concrètement. Qu'est-ce que c'était et comment c'est arrivé ces self-food? Donc, très rapidement, le self-food, c'est une série de portraits alimentaires. Donc, les adolescents prennent pendant 7 jours de suite en photographie leur repas, soit le petit déjeuner, soit le repas de midi, soit le soir, avec tout ce qu'ils vont manger et puis le nombre de fourchettes qui représentent le nombre de personnes qui sont à table. En voyant ces self-food et en les présentant à l'équipe de Coal et dans laquelle Thierry était présent, en fait, ces portraits, ces assiettes dont on a découvert après qu'elles étaient aussi des portraits et de voir des autoportraits ont immédiatement suscité beaucoup d'émotions parce qu'ils montraient bien plus que le contenu des assiettes et bien plus que ce que pouvaient manger les adolescents. Donc c'est bien sur un objet commun que parle la rencontre de recherche-création et sur une image. En fait, on devenait des êtres commensaux de la table des adolescents. Les adolescents nous invitaient à leur table via leur propre enquête sur leurs propres habitudes alimentaires et au quotidien. En tout cas, un échantillon. C'est important de dire que ce dispositif d'enquête a été aussi innové par Aurélie Roger, qui est leur professeur de sciences de la vie et de la terre, en lien avec le réseau Marguerite et Julie. Aurélie a eu énormément d'importance et a énormément d'importance dans la réussite du travail avec les collégiens. En tant que prof, mais aussi parce qu'elle a su écouter les problèmes de la culture visuelle des enfants. Et moi, en tant qu'artiste, ça m'a beaucoup intéressé la manière dont, en tant que professeur, elle s'est adaptée à cette culture visuelle et comment moi, du coup, en tant qu'artiste, j'arrivais en soutien auprès de Julie pour pouvoir décrypter cette culture visuelle et comment l'image influençait des comportements alimentaires. Alors, on le sait tous, hein, évidemment, la publicité y participe beaucoup à certains comportements alimentaires, mais là, on se retrouvait à faire une boucle de rétroaction à travers le regard des collégiens, à travers ces self-food, comment les collégiens regardaient leur propre alimentation quotidienne et comment ce regard réaliste d'une certaine manière, puisqu'on n'avait pas d'injonction sur le cadrage, pas d'injonction sur la qualité de la lumière, pas d'injonction sur... C'est vraiment, on mettait le nez dans leur assiette. Cela a donné des informations sur certains comportements. Puis très vite est arrivée la question du sucre, puisque la présence du soda était assez régulière, le soda à table. Et puis peut-être Julie, est-ce que tu peux nous parler du coup de l'extension des self-food à Montréal et tout ça? Oui, donc pour conclure et surtout pas monopoliser la parole sur cette recherche-création, donc le tiret entre recherche-création, il est bien lié à la rencontre au sein d'une quête et il est lié aussi à des personnes qui font le lien, qui sont ces enseignants, pour nous permettre d'être en relation avec un certain public qui est plus qu'un public, qui fait partie qui est un public participant. Voilà, c'est plus qu'une recherche art-science, c'est une recherche art-science école. Et donc, effectivement, de cette base, en fait, sont nés d'autres projets. Donc, l'objet lui-même, Self-Food, il a voyagé dans d'autres pays au gré de mes espaces de recherche, en Argentine, au Mexique, à Montréal aussi. Il a fait l'objet il a été utilisé par des adolescents, mais aussi par des adultes. Et surtout, en France, on a continué donc ce travail sur le sucre. On a focalisé sur le sucre, ce qui a derrière développé d'autres projets de recherche, a amené d'autres personnes à travailler sur le projet, des étudiants, mais aussi d'autres chercheurs en neurosciences, des personnalités politiques qui travaillent sur les politiques liées au sucre en France ou à la consommation de sucre en France. Et donc, d'une recherche art-science, c'est devenu une recherche art-science école, puis art-science école territoire. Voilà. Peut-être, Thierry, on va laisser la parole aux autres.
Je ne sais pas combien de temps on a encore, mais en tout cas, c'est important de dire effectivement qu'il y a eu des conséquences inattendues dans ce processus. Les adolescents ont apporté donc leur regard, mais ils ont aussi développé des questionnements qui ont du coup développé des techniques d'enquête, notamment des opérations d'appel téléphonique auprès des numéros verts sur les lectures d'étiquettes des différents emballages qui correspondent à ce qui les nourrissait, donc sur les bouteilles de soda, etc. Ils ont appelé les téléopérateurs des différentes entreprises pour savoir d'où venait leur sucre, comment il était produit, et quel c'était tel type d'ingrédient, qu'est-ce qu'était le glucalose, il y a les différents composés assez artificiels de certains produits ultra transformés. Donc ça aboutit à des enregistrements téléphoniques, à un montage sonore, et vous pouvez écouter sur le site internet que Jessica vous enverra des extraits de conversations entre des téléopérateurs et des adolescents concernant le contenu de leur assiette et toute la bizarrerie et l'opacité sous couvert de transparence autour de la qualité de l'alimentation. En tout cas, c'est développé avec Martine Cador, Julien en a parlé, et Nutrinoro, ces problématiques liées à l'addiction. Et ce qui était intéressant, c'est comment les collégiens eux-mêmes, à travers le regard qu'ils pouvaient apporter sur leur alimentation, commençaient à déduire qu'il y avait peut-être des comportements addictifs. Le fait de ne pas pouvoir s'arrêter de vouloir tel ou tel produit, et comment les couleurs saturées pouvaient être en lien avec les emballages, en lien avec le contenu et certains goûts saturés. Et vous verrez donc sur les différents supports qu'on vous envoie des exercices, enfin voilà, des pratiques d'enquête autour des cercles chromatiques, les codes colorés, les couleurs saturées, les liens avec les goûts, etc. Et donc Martine Cador montrait comment aussi il y avait des liens entre addiction au sucre chez les adolescents et addiction après en tant qu'adulte auprès d'autres produits comme l'alcool ou d'autres types de drogues, et les liens entre addiction et écran aussi. Alors voilà, bon, c'est 3 ans de recherche-création sur le terrain auprès d'enseignants, auprès de chercheurs, avec chaque fois des processus enclenchés, des processus d'enquête, chaque fois sans objectif de résultat, sans qualité formelle recherchée, sans qualité exigée. Il y a un travail de co-construction aussi avec les collégiens. Ce qui était important, c'était voilà, une transmission d'un questionnement et d'un doute autour du contenu de notre alimentation. Et voilà. Le travail continue. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur votre présentation et sur vos propos, notamment sur cette question de la qualité formelle de ce que vous avez produit. Je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui nous regardent sur le fait qu'ils peuvent poser des questions. En bas, à droite de votre écran, enfin de la fenêtre, il y a Q et R, donc vous pouvez vous poser votre question à cet endroit-là. Et à la fin de toutes ces interventions, nous prendrons les questions de telle façon que les intervenants puissent y répondre. Donc, merci de mettre les questions là et nous reviendrons sur la qualité formelle du travail de recherche-création fait par les 2 précédents intervenants. Je voudrais tout de suite céder la parole à Anthony Duchesne, qui, lui, travaille effectivement sur cette question du goût et de la nourriture, et notamment du vin, mais qui met en avant, en tout cas, sur son site et même dans ses travaux de manière générale, justement la qualité formelle, puisque vous parliez de ça, la qualité formelle de ces interventions, et avec un regard, on pourrait dire, du côté de la science, qui est un peu, je disais un pastiche, mais il y a un côté, un rire en tout cas, qui m'évoque un peu Jules Verne. Et donc, je voudrais un peu qu'il nous parle de son rapport à la science dans le caractère formel de ses travaux. Ben, disons qu'en effet, je m'inspire de la science. En tout cas, je vais chercher des éléments scientifiques. Mais à la fin, j'ai quand même envie de rigoler. Si je m'intéresse et si je fais encore de l'art, c'est que j'ai envie de rigoler. Et donc, il y a toujours une notion de, voilà, autour du langage qui joue dans mon travail. Après, comme tu disais, je me suis rapproché de paysans vignerons aujourd'hui parce que ça me passionne et que je trouve qu'il y a des éléments constructifs qui sont assez incroyables.
notamment sur 3 grands chapitres que je développe en ce moment, enfin, dans lesquels je me sers pour créer des hybrides dans mon travail. C'est le minéral, le végétal et l'animal. Donc, c'était déjà présent dans mon travail, mais je ne savais pas qu'en allant rencontrer des paysans vignerons qui travaillent sur ces trois éléments, j'allais trouver autant de coïncidences avec mon travail. Donc, il y a un projet qui me porte à cœur en ce moment, sur lequel je travaille, qui est un projet d'édition qui va s'appeler Paysages à boire. Je travaille avec un journaliste vin qui s'appelle Dominique Hutin, qui fait une rubrique dans l'émission On va déguster. Donc, on travaille ensemble, mais on ne veut absolument pas parler de vin. On veut s'appuyer sur les techniques de vignerons qui ont décidé d'aller un peu plus loin que le bio et la biodynamie, dont on entend beaucoup parler en ce moment. C'est des gens qui travaillent sur l'équilibre de la nature. C'est-à-dire qu'ils remettent en scène les sols, ils replantent des arbres, ils replantent des pierres, ou je ne sais pas si on peut dire replanter les pierres, mais c'est un peu ça. Ils travaillent sur des équilibres en attirant les oiseaux, les insectes, pour éviter de traiter, d'utiliser des produits phytosanitaires. Voilà. Donc, je peux parler de ce livre en disant que c'est mettre en valeur ces techniques que les paysans utilisent, et moi, de faire des hybrides de tout ça et de présenter ça sous forme de sculpture, de dessin et de texte. Il y a une première pièce qui est sortie de tout ça, ça s'appelle Les Dessous de la Terre. En fait, c'est la faune des sols consomme le végétal. Et en rigolant avec un vigneron, on s'est dit, tiens, si on enterrait un slip 100% coton, on verrait si le slip est mangé, dévoré. Donc, on a fait l'expérience, sauf que le vigneron en question, je ne citerai pas son nom parce qu'il s'est fait taper les doigts par l'appellation, c'est qu'il a aussi enterré le même slip dans la parcelle du voisin qui travaille en conventionnel avec de la chimie. Donc, au bout de 3 mois, son slip était complètement dévoré et celui du voisin était intact. Donc, tout ça pour dire que juste si on ne dérange pas la nature, elle travaille toute seule, elle fonctionne toute seule. Quand il n'y a pas la main de l'homme, tout va bien. Peut-être que je peux montrer des images de ça, si j'y arrive. Bonne idée. On peut parler parce que parler tout seul, c'est dur. Je pense qu'il y aura des questions vis-à-vis de ta pratique. Mais voilà, ça ne marche plus. Dommage. Vous voyez quelque chose? Oui, très bien. Voilà, donc ça, c'est dans la vallée du Gier, un domaine qui s'appelle les Déplotes de Tartaras. C'est un des premiers domaines qui a enterré un dessous. Et on peut voir, voilà ce que ça donne au bout de 2-3 mois. Donc, c'est le travail des colamboles, des acariens, des vers de terre, des fourmis, mais aussi des champignons. Donc, j'ai proposé à plusieurs vignerons, là j'en ai à peu près une dizaine, d'enterrer des dessous comme ça. Là, on est chez Léon Barral, à Faugères, qui lui est vraiment un précurseur des vins vivants, à savoir qu'il il a décidé d'intégrer des vaches dans ses vignes. Vous voyez toujours? Très bien. Voilà. Donc voilà, au lieu de faire de la biodynamie, lui, il s'est dit, je vais intégrer les animaux dans les vignes et je ferai de la biodynamie après. Sous chaque bouse, il y a des vers de terre. On attire les vers de terre avec les bouses. Il y a aussi un rapport aussi à l'enherbement sur lequel je travaille en ce moment. C'est-à-dire qu'on a toujours pensé, l'agriculture moderne a toujours pensé que l'herbe était un concurrent pour la vigne, mais pas du tout. Si on arrive à le gérer, on arrive à avoir des équilibres d'azote. On lutte contre l'érosion, on attache les sols et on recrée une biodiversité. Donc, voilà ce que je peux montrer. Ensuite, ça, c'est des séries de peintures. Ça, c'est toute une série qui s'appelle J'enherbe le monde, autour des légumineuses et des graminées qu'utilisent ces paysans vignerons. Il y a aussi des vignerons qui replantent des arbres. Il y en a d'autres qui décident de planter la vigne autour des arbres. Je remonte une image.
Là, on est chez les frères Soulier, à Saint-Hilaire-d'Auzillan. Je ne sais pas si on voit. Ça va venir peut-être. Là, on ne voit pas. J'espère. Voilà. Très bien. Là, on est une vigne plantée avec les oliviers. Et dans cette vigne d'olivier, il y a un manquant. Et l'idée qui intégrera aussi le projet de paysage à boire, c'est de faire une œuvre, une pièce qui s'apparente à un arbre trogne qui sera censé attirer les chauves-souris. En fait, les chauves-souris, c'est un animal qui est intéressant pour les vignerons parce que d'une part, il lutte contre le ver de grappe, qui est un prédateur de la vigne. Et le guano aussi, certains vignerons qui récupèrent l'excrément de chauve-souris, le guano, pour fertiliser les sols, pour amender les sols. Tu as Ouais, je vois. ton Désolé. téléphone en partage. Il n'y a rien d'indiscret, donc tout va bien. Tout va bien. Après, j'aime autant quand vous me posez des questions Parce que c'est intimidant. c'est intimidant, ouais, surtout se retrouver à la télé là. Anthony, je me permets, Oui, je te vas-y. prie de m'excuser, mais Pas de souci. c'est la Chambre d'agriculture du Limousin en 2017 qui a initié le test du slip avec des vignerons. Il y a eu plusieurs personnes, parce que Oui. je pense que les premiers, ça a été à l'étranger. La première fois que je l'ai vu, c'est à l'étranger et c'est assez vieux. Il faut préciser que le coton doit être biologique parce que quand le coton est traité… Alors, je me suis fait avoir le premier coup, justement, et maintenant, je vais chiner des culottes des années 50, 60 pour rattacher aussi un style paysan qui correspond au projet. c'est pour évaluer la bioactivité. C'est important de traiter biodiversité, bioactivité du sol, effectivement. C'est un travail qui est intéressant, qui croise Après, un autre. moi, il n'y a aucune valeur scientifique, ce projet. Évidemment, je m'appuie sur des choses scientifiques, mais le résultat, il est purement pseudo-scientifique et c'est encore une fois juste un jeu de langage, en fait. Moi, mon idée, c'est de montrer des dessous de la terre, c'est tout. Et de faire le double sens de langage. C'est vraiment tout ce qui m'intéresse. Donc, quand tu disais Nathalie, pastiche, oui, il y a toujours de l'ironie et les vignerons, les paysans vignerons que je côtoie aussi cherchent ça en ce moment. Enfin, je crois qu'on a envie de rire en ce moment, non? On a beaucoup envie de rire, Voilà. mais grâce à toi, Voilà. on va le faire. Mais grâce au dessous de la terre, plus exactement. Après, mon investissement, moi j'ai envie de faire découvrir les vins nature. Les gens ont peur des vins vivants, des vins nature. Et moi, c'est ma passion à chaque fois que je fais un événement autour d'une expo, que je fais une pièce, j'ai envie de le rattacher à tout ça. Et quand il y avait la question de savoir quel était le public, ben je suis surpris au début. C'est de m'être rapproché de ces paysans vignerons. Au début, c'était un peu intrigué. Tiens, l'artiste, il vient nous voir, tout ça. Mais maintenant, il y a vraiment un échange, une réelle collaboration, même autour de l'iconographie des étiquettes, des titres. Enfin, il y a un peu plus de fond qui se crée autour de ça et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et j'avoue que je sors aussi un peu de l'art contemporain et ça me fait aussi du bien. Super. Voilà. On va peut-être, pour ce premier tour de parole, céder la parole à Jean-Philippe Lucas du Parti Poétique qui va nous présenter donc le travail de recherche-création qui est fait dans le cadre de zones sensibles à la ferme urbaine de Saint-Denis et nous montrer qu'il existe différentes facettes de ce travail en lien avec le territoire d'ailleurs. Jean-Philippe? Oui, merci Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. Hop, tout de suite. Donc là, au point de vue recherche-création, je pourrais vous parler du Parti Poétique, qui est l'association pour laquelle je travaille, mais je pense que le mieux sera d'écouter demain la conférence où il y aura Olivier Darnay, son fondateur, qui sera présent. Donc venez demain. Moi, je vais vous parler plutôt du projet Zone Sensible, qui est un des projets du Parti Poétique, qui se situe à Saint-Denis. Voilà, donc c'est ce que je vous montre ici. Je vais vous montrer pas mal de photos pour vous donner un peu un aperçu du site, de nos activités et de comment on en est venu à travailler sur ces thématiques de art-science et même autour de l'art et de la création également. Donc nous, on est le Parti Poétique, c'est un collectif artistique créé en 2003 par Olivier Darnay qui a travaillé beaucoup sur à la base autour de l'abeille, sur art et environnement et comment on pouvait utiliser l'abeille comme révélateur du milieu urbain dans lequel on travaille et comment on pouvait poser les abeilles et les questions dans l'espace public par le biais d'installations et de sculptures participatives. Il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont été faites en France et en Europe entre 2003 et
2016. Et en 2016, on a eu l'opportunité de reprendre une ancienne ferme maraîchère, une ferme du 19e siècle, qui est finalement la dernière ferme du 19e siècle encore en activité au port de Paris, parce qu'elle se situe à 500 mètres du métro Université Saint-Denis, au fin fond de la 13. Donc voilà, c'est très accessible. En fait, c'était une ferme un peu classique où l'agriculteur faisait 1,5 million de salade par an. Et nous, quand il est parti à la retraite, il a rendu les clés à la ville qui était propriétaire, qui a ensuite fait un appel à la candidature pour reprendre le site. Donc nous, on l'a récupéré, c'était une terre nue. Ça ressemblait pas à ça, ça ressemblait plutôt à ça. Voilà, c'est les premières images de quand on l'a récupéré, c'était une terre comme ça qu'il a fallu transformer et donner vie, parce que voilà, lui était en monoculture de salade, en agriculture intensive, avec tracteurs et produits chimiques. Donc c'était un peu un désert de biodiversité sur lequel il a fallu travailler. Et ça, c'est au bout de 6 mois, même pas, c'est 5 mois après la photo que vous venez de voir. On a donné un petit peu vie à ce site. Et nous, donc, on a 1 hectare en permaculture et qu'on développe comme un centre de production d'art et de nourriture. Donc voilà, nous, on est plutôt un collectif artistique à la base, mais on a récupéré cette ferme, on a 1 hectare et on voulait vraiment lui redonner vie et expérimenter. Donc, on a toute une nos thématiques, nous, c'est nature, culture et nourriture. Donc, voilà, ça, c'est des vues. Vous voyez, on est en plein milieu urbain, nos petites abeilles. Et donc, voilà, ça, je vais vous mettre une série de photos du site pour que vous puissiez vous rendre compte. Mais évidemment, je vous encouragerai, pour ceux qui sont en région parisienne, à venir nous voir à partir du printemps quand on réouvrira pour la saison culturelle. Donc, voilà, c'est quelques photos des événements. Donc nous, voilà, on est en permaculture. L'idée, c'est qu'on a plus de 250 espèces cette année différentes de plantées, parce qu'on veut vraiment que cette ferme soit un peu à l'image de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire un territoire de diversité culturelle, et donc un peu une ferme des cultures du monde. Donc ça, c'était important pour nous. On a des légumes qui viennent un petit peu du monde entier, qui ont été plantés, et puis on expérimente. On expérimente beaucoup parce qu'on est à la base plutôt un collectif artistique, un collectif d'agriculteurs, même si on a recruté quelqu'un pour faire le maraîchage. Mais l'idée, c'était de vraiment voir comment on pouvait expérimenter, faire des choses, produire de la nourriture et expérimenter aussi autour de la sensibilisation avec les plus jeunes. Donc là, vous voyez, on a évidemment des abeilles sur le site. Ça, c'est nos stagiaires tout jeunes, on va dire, qui sont là avec les abeilles. On fait beaucoup d'ateliers. Ça, c'est avec des plus vieux. Et donc voilà, tout un volet sensibilisation auprès des écoles, mais aussi de la formation pour des réfugiés. Là, ce qu'on voit avec l'association Espero qui est à Bobigny, un vrai volet de sensibilisation. Aussi, du coup, au niveau de la culture, on reste un collectif artistique, donc on expérimente un peu comme un laboratoire à ciel ouvert. Donc là, c'est des photos de théâtre qu'on peut voir. Donc on a fait des lectures. Ça, c'est une conférence avec un certain Gilles Clément, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Petite vue aérienne, toujours avec Gilles au milieu. Là, avec Bernard Stiegler, qui malheureusement nous a quittés cet été. Donc, on a tout un cycle aussi de rencontres et de discussions qui s'appelle Paroles sensibles. Donc, le premier était avec Gilles Clément, le second avec Bernard Stiegler, qui est amené à réfléchir un petit peu sur les enjeux d'art et environnement. Gilles Clément, c'était le jardin comme espace politique. Et autour de Bernard Stiegler, c'était la panse, donc avec un A, donc comme au niveau du ventre, comme espace politique également, pour travailler autour de notre alimentation. Donc, on fait des expositions. Voilà, c'est Michel Blasier, des photos de Carmen Bouillet, Raphaël Della Porta, Victor Romer, qu'on a ouvert. Cette œuvre a été installée, c'était au mois de septembre, et inaugurée dans le cadre du festival La Table et le Territoire, qu'on développe avec Coal, le Ladis, avec un peu toutes les personnes autour de la table. Donc, voilà, on fait du cinéma en plein air, des concerts. Différents types, concert du Pont de Gaulle, concert jazz, DJ set, on fait du cirque, du yoga. Voilà, et tout un enjeu évidemment alimentaire, de production, de transformation sur les sites, avec des banquets, des repas. Et cette année, on a lancé une grande opération solidaire en fait, on a donné 90% de notre production dans le cadre du Covid pour les habitants de Seine-Saint-Denis qui ont été très touchés par la crise. Et on s'est dit en fait que les personnes qui, normalement, nos légumes servent à livrer des restaurants et à faire des paniers légumes. On disait que les personnes qui étaient capables de payer des paniers légumes à 17 € livrés en vélo, c'était pas celles et ceux qui étaient le plus touchés par la crise. Et du coup, on a décidé d'offrir ces populations, donc toutes les semaines, c'était livré en vélo, des cagettes, des structures engagées dans l'aide alimentaire. Donc voilà, c'est comment à l'échelle d'une structure, on peut aussi répondre aux enjeux de la crise sanitaire. Donc ça, pour venir, vous voyez, on fait beaucoup d'activités différentes. On est sur nature, culture, nourriture. On essaie d'étoffer vraiment le projet pour que ce soit un lieu ressource pour le territoire, pour les habitants, et aussi un laboratoire de création pour des artistes.
c'est de la monstration et des événements, mais aussi de la résidence. Donc, c'est un lieu de production agricole et culturelle. On a de nombreux artistes en résidence qui sont invités et on a des programmes de recherche qui nous tiennent à cœur. C'est justement expérimenter comment ce lieu peut être un laboratoire de création et de recherche. Donc, à l'heure actuelle, on a 2 programmes de recherche qu'on développe. Le premier, c'est le H-Lab, Hectare Laboratoire, qu'on met notamment avec l'Institut Michel Serres et aidé par la Fondation de France, qui vise à essayer de voir quelles sont toutes les plus-values sociales, économiques, culturelles qui sont produites par le site de zone sensible. Donc en fait, quand la ville de Saint-Denis a décidé de faire un appel à candidature alors qu'elle aurait pu construire sur le site, elle a finalement extrait 1 hectare à la pression foncière pour le donner à un collectif artistique. Et donc on essaie de voir ce que ça va pouvoir produire en termes d'indicateurs et de résultats. C'est un programme qu'on va mener et qu'on commence là et qui va mener jusqu'en 2022. Et le second, c'est la table des territoires, qui nous amène à être présents aujourd'hui et qu'on a lié avec nos travail, avec nos thématiques et nos artistes qui sont en résidence. Et du coup, pour cela, on a mené un travail depuis 2017 avec Coal et Ladis, qui s'appelle le programme Récit Recette. Et en fait, voilà, toujours dans l'idée de faire des cultures du monde et de regarder ce que produit le territoire et ce que produit les zones sensibles. Donc là, on a été à la rencontre des habitants du territoire pour voir un peu quelles étaient un peu les recettes de leur pays d'origine, parce qu'on sait que c'est un territoire de biodiversité culturelle et culinaire. Il y a plus de 135 nationalités différentes à Saint-Denis, et c'était un petit peu les rencontrer, voir ce qui se faisait, voir d'où ils venaient, quelles étaient leurs recettes. Donc c'est un travail de recherche et d'entretien qui a été mené, notamment coordonné par Nathalie. Et à partir de là, il fallait en faire une restitution. Et donc nous, on a décidé d'inviter le collectif Silo en résident chez nous pour travailler sur cette restitution. Et donc, on a Théo qui est avec nous, donc, sur laquelle je vais laisser la parole, ou à Nathalie si elle veut réorienter. Merci. Non, merci. Peut-être tu pourras revenir, Jean-Philippe, ultérieurement sur le fait que, certes, il y a des chercheurs comme nous qui sont des chercheurs en sciences sociales et humaines, comme Julie et moi-même, mais il y a aussi des chercheurs qui sont des généticiens, qui sont d'autres chercheurs de sciences dites plus dures, qui interviennent également avec vous sur des questions de nourriture et d'alimentation. Et ça me semble intéressant que ce lieu soit un lieu de convergence de différentes disciplines, justement. Je vais tout de suite céder la parole à Silo, du coup, puisque vous êtes en tant que collectif Silo intervenu sur ce travail de recherche-création appelé les récits recettes, mais vous avez également un lieu et une dynamique de production artistique en lien avec le territoire qui est tout à fait impressionnante. Est-ce que vous pourriez présenter brièvement? Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Alors, par quoi commencer? Effectivement, je vais aussi partager mon écran avec vous et je pense que les images parleront aussi pas mal. Moi, donc là, je m'adresse un petit peu à vous en tant que représentant de ce collectif qui est pluridisciplinaire et dans lequel il y a pas mal de monde. Nous, on existe depuis 5-6 ans maintenant. On regroupe un ensemble d'artistes qui pratiquent à la fois le graphisme, l'impression, donc on est une petite maison d'édition, et la musique expérimentale. Tout ça, ça se rencontre, enfin nous, on organise des temps de résidence en fait dans une ancienne cave coopérative viticole qui a été transformée en atelier d'édition, en imprimerie typographique, qui se situe dans le sud de la France, dans le Gard, et qui a été racheté il y a 30 ans maintenant, et qu'on investissait, parce que c'est des choses qui se font plus de la même manière, qu'on a investi du coup pendant 5 reprises, pendant un mois à chaque fois, au mois de septembre. L'idée, c'était de proposer des temps de rencontre dans cet espace et donc d'inviter entre 20, on va dire 20, 30 artistes à former une espèce de petite communauté dans ce petit village du sud de la France. Alors, nous, effectivement, notre désir au début, c'était d'imprimer des livres, de faire œuvre collective, souvent à partir de pas grand-chose. Donc l'idée était de co-créer ensemble durant ces temps
de réaliser de l'écriture jusqu'à la publication de l'ouvrage sur place. Alors, attendez, je vais vous montrer quelques images du lieu. Donc ça, on peut voir les dortoirs dans lesquels les gens dorment. L'idée, c'était qu'on a investi un lieu qui était plus ou moins désaffecté, donc on a construit tout de A à Z, et donc ça nous mène vers une question d'auto-organisation et de débrouillardise constante, en fait, face à un espace qui n'était pas pensé pour nous accueillir, et aussi à dealer avec un territoire dans lequel on n'habite pas à l'année, et nourrir aussi une communauté de personnes pendant un mois et demi. C'est des choses qui sont pas évidentes. Et en fait, si je raconte tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, la part qu'a prise l'organisation collective, la vie collective dans notre création artistique a rapidement été super importante. Donc à ça, on a été confronté à la nécessité de trouver des producteurs dans un rayon très, très proche, à aller aussi farfouiller parfois dans les poubelles ou dans les fins de marché pour réussir à nourrir une trentaine de personnes, sachant que nous, à l'époque, et encore aujourd'hui, on n'a jamais eu vraiment de subvention, on n'a jamais vraiment eu de soutien, donc il y avait vraiment une dimension horizontale. Il fallait pas que ça coûte non plus des milliers et des cents, donc il y a une vraie recherche autour de la débrouille. Et ce rapport à la vie collective, je dirais, a pris pas mal de place, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de porosité. Cette auto-organisation s'est retrouvée dans certains de nos ouvrages, par exemple. On a produit des pièces radiophoniques aussi, où il y avait une vraie dimension documentaire de la vie qu'on pouvait mener, et où les questions finalement très triviales, de l'organisation, de l'argent, et de la récupération étaient traitées à égalité avec des questionnements liés au graphisme ou à l'impression, quoi. Donc là, c'est un livre qui s'appelle Corps 72, qu'on a réalisé à 72 personnes, du coup, dans lequel on retrouve un ensemble de choses, dont des fragments de recettes qu'on peut retrouver dans l'ouvrage. Alors, je ne sais pas si j'ai pas l'impression d'être très clair, et pareil, j'ai l'impression de faire un grand monologue un peu flou. Je m'excuse. C'est un exercice toujours extrêmement difficile de se retrouver dans cette solitude face à son écran, même en sachant qu'il y en a plein d'autres qui sont dans la même situation. Donc, pas de souci. Donc là, par exemple, c'est des petites choses, hein, c'est vraiment des petits détails. Le rapport à la nourriture a pris quand même une place évidemment importante chez nous, puisqu'on a retapé une ancienne balance qui servait à peser le raisin, qu'on a transformé en guinguette. Et en fait, c'est un lieu évidemment où voilà, le bien manger et avoir des moments de convivialité quand on est 30 personnes en résidence, c'est super important pour tout simplement permettre à ce que tout le monde se rencontre autour d'un plat qui fait du bien, et on a envie de partager ces temps-là. Donc, autour de ces tables, il s'est passé plein de choses. Là, on a un studio de radio qui s'est monté sur le toit de notre guinguette. Donc, et puis le chef cuistot était aussi musicien, donc on a fait des émissions de radio autour de la nourriture, ou bien on utilisait des postes FM, parce qu'on émettait en FM dans le lieu, et le chef pouvait présenter son repas à la radio, et tout le monde pouvait entendre les bruits de la cuisine, ce genre de choses. Donc il y avait vraiment des porosités. Là, dans l'image qu'on voit, les petites phrases qui sont ici, c'est vraiment, on voit rien, je m'excuse, mais c'est des petites fragments de phrases qui sont issus de repas. Écoute, Voilà. pour faire écho à ces fragments de phrases, c'est vrai que, puisqu'on n'a pas tellement détaillé la part que vous avez pris dans l'élaboration des récits recettes, Jean-Philippe l'a évoqué, hein, c'était un projet de recherche-création, donc où des chercheurs en sciences sociales et humaines sont allés à la rencontre des habitants du territoire pour leur demander finalement quelles étaient leurs recettes, à la fois du passé, éventuellement de leur pays d'origine, mais aussi de leurs recettes du présent, qui étaient faites avec la nourriture
à laquelle ils pouvaient accéder sur le territoire de Saint-Denis et des recettes qu'ils aimeraient bien faire en imaginant qu'ils pouvaient planter les légumes et les fruits sur le territoire de zones sensibles. Donc, c'était une façon d'imaginer réancrer finalement ces habitants dans ce territoire, dans zone sensible, et aussi une façon de montrer de manière sensible, hein, avec ces recettes, quel était le terroir de Saint-Denis. Il n'y a pas que des terroirs ruraux, encore une fois. L'enjeu, c'était de montrer que Saint-Denis, aussi urbain soit-il, eh bien, est un terroir entre nature et culture, et ces cultures et ces natures doivent être tout à fait conjuguées au pluriel. Et pour le coup, non seulement le zone sensible est le point de départ du projet des récits recettes, mais vous avez travaillé en tant que collectif Silo pour lui donner une forme matérielle, puisque l'idée, c'est de préparer un ouvrage autour de ces questions de récits recettes avec l'accord des habitants, un ouvrage qui sera offert lors d'une soirée de présentation quand il sera achevé probablement au printemps. Donc voilà, c'était pour rebondir sur ta présentation du travail en matière d'impression. Voilà une image des récits recettes, en fait, de cet ouvrage euh, qui est intéressant parce que ça permet de voir que les habitants, dans leur, au fur et à mesure de leur voyage ou de leur migration ou de leur arrivée sur le territoire, eh bien, ces recettes s'hybrident et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que les recettes qui viennent de là-bas, une sauce tomate par exemple, devient une autre sauce tomate en arrivant ici. Et il peut y avoir également des questions de racisme quand on pense qu'une personne doit faire des plats de son pays d'origine plutôt que de faire du gratin dauphinois, qui est un plat bien français. Donc la question de la nourriture et de la recette est centrale, voilà qui présente la maquette, est centrale pour bien comprendre comment cette question de la nourriture lie à la fois des cultures au pluriel et des natures, dont celle du sol. Voilà. Et du coup, je vais rebondir là-dessus pour faire un dernier tour de parole avant de passer le micro finalement aux spectateurs. C'est comment vous imaginez l'impact de votre travail? Je sais que cette question est difficile, mais on se projette toujours un peu. D'ailleurs, c'est le collectif Silo qui m'a posé la question quand vous êtes arrivé sur ce plateau immatériel, c'est de dire quel est le public. Et du coup, j'ai envie de demander quel public pour les différents travaux qui sont les vôtres, qu'il s'agisse de Thierry et de Julie ou d'Anthony ou de Jean-Philippe et du parti poétique. Qui se sent de prendre la parole sur ce sujet du public, sur des travaux qui sont parfois difficiles d'un point de vue formel? Moi, je vous ai dit, je trouve ça compliqué, cette question de l'impact. Et à titre, en tant que chercheur, elle me pose vraiment beaucoup de questions parce qu'à la fois, on est entouré de messages qui nous demandent de réduire notre impact et à la fois, en tant que chercheur, on a toujours une grosse partie de notre... dans les projets qu'on dépose et puis évidemment dans les bilans des projets qui nous obligent à dire quel est notre impact. Donc, avec le réseau Marguerite et dans lequel on a inscrit le projet de Thierry Boutonnier, j'ai souvent le coutume de dire qu'on sait ce qu'on sait, mais on ne sait pas ce qu'on récolte, ce qui est le propre des éducateurs. Quand on regarde en arrière, on a tous un enseignant qui nous a marqué ou un moment de notre carrière d'élève qui nous a marqué, mais quand on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, on peut évidemment s'amuser à mesurer combien d'élèves ont été touchés par ces expositions qu'on a préparées avec Thierry. Donc, c'est tout petit, c'est des classes de 25, on va dire sur 3 ans, ça fait 75 élèves. Après, quand le dispositif sort de la classe et est exposé dans un lieu public, là, déjà, on perd la comptabilité. Et puis, quand il va ailleurs dans un musée, on perd encore la comptabilité. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas très important, cette question du nombre de personnes. C'est davantage la question de la graine plantée. Et
voilà, avec ce mystère du questionnement, encore une fois. Thierry, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, rapidement, évidemment, quels sont les outils qu'on peut créer pour mesurer l'influence que peut avoir un travail de recherche, création sur le regard des enfants concernant leur propre alimentation? C'est difficile. Est-ce que les enfants font évoluer leur alimentation à partir de ce qu'ils ont co-construit? C'est aussi compliqué puisqu'il y a beaucoup de rotation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'auprès des corps enseignants, d'Aurélie Roger et des élèves avec qui j'ai travaillé sur une durée de 2 à 3 ans, il y a eu la volonté pour les élèves de travailler eux-mêmes, de s'autonomiser dans le travail d'enquête. C'est-à-dire notamment parmi les enfants, il y a eu un désir de connaître encore davantage le contenu de leur alimentation. Moi, ce que je remarque, c'est que du côté des adultes, les self-food, généralement, malheureusement, créent une forme a priori de dégoût. Ce qui pose question parce que cet effet, entre guillemets, de réel, de prise de vue photo avec des téléphones portables, de l'alimentation au quotidien, est assez régulière, montre comment on a pas mal de préjugés et on considère beaucoup très vite que c'est des enfants ou des collèges de milieux populaires. Or, il s'avérait qu'on avait un peu tout type de collèges quand même dans les échantillons. Donc, c'est aussi, ça demande un travail de remise en question aussi pour ceux qui regardent. En tout cas, il y a une dernière chose importante, c'est que le travail sur l'addiction mené avec Martine Cador et les adolescents, le travail sur la question des paysages alimentaires et le fait qu'on ait été accompagné aussi par le travail d'Alexandra, montre que c'est buissonnant. Et cet aspect buissonnant de ne pas maîtriser, en fait, quelque part, les inattendus et la réappropriation par d'autres du travail est une manière d'évaluer la qualité du travail de recherche-création. Plus il y a de réappropriation, plus il y a de l'inattendu, plus peut-être d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est favorable à l'hétérogénéité des regards, à la remise en question des points de vue, etc. etc. Après, ce qui est sûr, de mon côté, parce qu'il y a Marie Kenza qui pose la question de la professionnalité, comment ça a mis à l'épreuve la professionnalité. C'est un vrai problème. Hein. Tout à l'heure, je parlais de la question de la qualité formelle. Oui, il y a de la mise en danger à être un auteur qui accompagne d'autres auteurs, à être dans le partage d'autorité avec les collégiens qui deviennent eux aussi des co-auteurs parce qu'ils produisent des visuels, qui produisent du contenu en matière d'enquête, qu'ils deviennent d'une certaine manière là aussi des co-auteurs. Mais il y a la mise en danger parce qu'on ne peut pas vraiment bien les publier. Il y a cette question de le rapport entre l'adulte et l'adolescent. Il y a plein de choses comme ça remue pas mal les habitudes. Et voilà. Bon. Pardon, il y aurait foule de choses à dire sur l'impact. Voilà. Non, c'est pas seulement une question d'impact, à vrai dire, c'était une question de public. Et je vais retourner la question à Anthony, parce que tu peux dire que les vers de terre sont ton public. Exactement, je voulais répondre comme ça, je m'en sors bien là. Le premier public, c'est d'abord eux, ou alors oui, j'ai envie de dire, je verrai quand si les chauves-souris viennent nicher dans les arbres-trognes, et là je serai... Mais la question de l'impact, je rejoins Julie, elle est compliquée. Juste par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense juste, là j'ai un retour des paysans au bout de 3 ans d'échange et finalement les paysans s'intéressent à l'art alors qu'aujourd'hui, alors qu'avant, pas forcément. Enfin, une fois qu'on parle, le sujet des pièces parle de leur travail, ils s'y intéressent. Mais sinon, ils n'avaient pas les codes. Donc ce qu'il faut donner, c'est les codes et le langage. Donc, là, à chaque fois que je dis public, vous revenez sur la question de l'impact. D'une certaine manière, la question du public, elle n'est pas forcément uniquement, en tout cas, celle de l'impact. Je ne sais pas si Jean-Philippe, tu as quelque chose ou Théo du collectif.
Ouais, je veux bien intervenir là-dessus. En effet, la question du public, c'est important. Ce qu'Anthony disait et ce qui a été dit aussi juste avant sur le temps long, sur le temps qu'il faut pour que les publics, quels qu'ils soient, que ce soit les agriculteurs ou que ce soit des visiteurs, puissent s'approprier les sujets, c'est aussi important. Nous, on a la chance, à Zone Sensible, d'avoir un projet sur le temps long parce qu'on est là pour 25 ans. Donc ça change aussi la façon d'aborder les projets et la façon d'aborder les publics. Donc on a récupéré cette ferme qui était là, qui était toujours un lieu fermé, vu que c'était une production agricole qui était juste là d'un agriculteur, et on a essayé de changer les usages pour produire des choses, produire des légumes, oui, mais produire des événements, produire du lien social, faire de la programmation pédagogique, sociale, culturelle, solidaire, et il faut du temps pour toucher les publics. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tous l'habitude. Et du coup, nous, on s'attache vraiment à travailler avec une mixité publique au niveau des usages. Donc, c'est sûr que quand on fait venir Gilles Clément, tous les habitants ne savent pas forcément qui c'est. Et du coup, c'est aussi difficile de pouvoir les faire intervenir. Mais on a toute une programmation qui est la plus pluridisciplinaire possible pour essayer de toucher au maximum le plus de personnes possible. Et là-dessus, c'est assez important. Et nous aussi, on travaille sur les enjeux d'alimentation durable, sur l'éveil à l'environnement, sur ces thématiques. On travaille énormément avec les enfants. Donc là, on rejoint aussi tout le travail qui a été fait par Thierry et Julie. Nous, on le fait évidemment de façon beaucoup moins poussée, malheureusement, mais on accueille tous les ans plusieurs centaines d'enfants dans le cadre d'ateliers pédagogiques autour de l'apiculture, autour de l'environnement, autour de l'alimentation. Et ça rentre dans le cadre d'un projet un peu plus grand qui est que on travaille sur la création d'une académie du vivant, ce qui devrait aboutir, si tout va bien, d'ici 2024, avec des espaces de programmation et de recherche pour nous, mais aussi une école de cuisine avec un Ducasse et des espaces de recherche, de formation, de conférences, avec beaucoup de chercheurs, notamment à l'Institut Michel Serres, mais aussi avec d'autres, pour pouvoir valoriser et travailler autour du vivant. Donc on est vraiment sur un accompagnement sur du temps long sur nos thématiques, pour pouvoir que le public puisse se reconnaître et venir sur le site. Ça, c'est très important pour nous. Parce qu'une chose qu'on voit quand on travaille sur le long terme, sur les enjeux d'art et d'écologie, enfin comme on a eu l'occasion de le faire avec Coal, hein, c'est de voir que ça diversifie les publics au sens, ça ouvre grand la boîte du public à partir du moment où on intervient sur des territoires au pluriel, y compris dans la dimension naturelle de ces territoires, quoi. Et je me souviens d'artistes comme Agnès Dénès, je crois, qui était intervenue à la Dame Blanche, qui est un lieu de résidence, et qui avait mis une échelle pour désigner une chouette qui se trouvait là-haut et qu'elle voulait protéger, mais qu'on ne voyait jamais. L'œuvre d'art était invisible, c'était la chouette, elle vivait là. Il y avait juste l'échelle pour désigner, et le public, finalement, c'était les gardiens du parc ou éventuellement des visiteurs, mais un public qui ne voyait pas l'œuvre qui était censée désigner l'échelle. Donc on se retrouve là à jouer des publics avec ces œuvres. Non, ça ne vous parle pas, cette question des publics? Pardon, mais je reviens sur la question des co-auteurs et d'une certaine manière, pour Anthony, peut-être que l'idéal, c'est quand les vers de terre publieront aussi des articles scientifiques et exposeront au même titre que les humains, quoi. Et là, on réussira peut-être sur la manière dont les humains se regardent. Parce que les adolescents, c'est intéressant, c'est un angle mort quand même. Ils développent des outils, ils ont de la pensée, ils construisent ils reformulent autrement les problèmes. Ils ont une démarche proto-scientifique qui pourrait être véritablement employée pour d'autres laboratoires. Ce que je veux dire, c'est qu'ils amorcent une démarche de recherche aussi. Et cette adolescence n'a pas forcément le statut d'auteur, c'est compliqué. Et puis, alors je ne vous parle même pas, donc, dans ce rapport sachant-non sachant, humain et non humain, de la question des moyens pour permettre à ce qu'il y ait une reconnaissance, c'est-à-dire à travers ce travail collectif, à ce qu'on reconnaisse la contribution de chacun. Et c'est pour ça que, pour moi, la question du public, elle est aussi la question des auteurs. Et pour revenir au travail d'Aurélie Roger, qui a donc été une co-autrice dans la rédaction du processus pour les self-food, mais concrètement, les collèges sont financés par projet, les financements sont dilapidés sur chacun des projets, c'est un émiettage total de la pratique pédagogique. Et alors, qu'est-ce que c'est que la recherche-action et la recherche-création qui a elle-même failli dans cet émiettement
qui nécessite, et c'est une chance, l'Académie du Vivant sur le territoire de Saint-Denis, effectivement, ça demande de la concentration, ça demande de la durée, ça demande de la durée indéterminée, ça demande des postes de chercheurs qui ne sont pas soumis à publication, ça demande de la possibilité à ce que les artistes soient en résidence sans être soumis à la question de l'échéance de l'exposition ou à la question du marché et de la vente d'objets. Et tout ça, ça parasite un peu la question voilà, du travail. Un certain auditeur a parlé d'écologie de l'attention. C'est vraiment là le sujet. Aujourd'hui, l'artiste doit contribuer, à mon avis, à travailler sur une écologie de l'attention où la visibilité ou la publication ou rendre public ne conditionne pas la fabrication de la donnée et où le public devient co-auteur aussi de la manière dont on produit la donnée. C'est un enjeu, donc ça a à voir avec la question de la science participative, évidemment. Pardon. Non, non. Peut-être qu'il y a d'autres réactions avant de céder la parole aux questions. Donc, je propose, s'il n'y a pas d'autres réactions, que Jessica ou Manon interviennent avec les questions qui sont posées, je le vois dans le Q&R. Oui, alors, la première question s'adresse au collectif Silo. Du coup, vous avez parlé d'auto-organisation au sein de votre collectif communauté. Est-il possible de revenir sur cette organisation au quotidien et ce que cela implique sur la gestion des repas, entre parenthèses de l'argent? Merci. Alors, c'est compliqué. C'est souvent un vrai casse-tête. Quand on est... Donc, c'est quelque chose qui s'est construit progressivement au fur et à mesure des résidences, puisqu'à chaque fois, c'est, comme je disais, hein, c'est 1 mois par an, donc ça nous laisse quand même 11 mois pour revenir sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché, et reconfigurer un peu tout ça. Nous, très concrètement, vu qu'on avait envie de pouvoir inviter des artistes à travailler avec nous, mais qu'on n'avait pas les moyens de les inviter, il a fallu qu'on mette en place un système où chaque personne qui était présente, que ce soit nous, les organisateurs, ou les invités, ou même les personnes qui venaient juste passer nous aider, mettre la main à la poche pour pouvoir faire en sorte que ce soit viable. Donc très concrètement, quand on organisait ces résidences, on s'est fixé un espèce de barème de l'ordre de 6 € par jour et par personne. Et avec ça, l'enjeu, c'était de réussir à manger matin, midi et soir d'une manière correcte, en se fournissant auprès des maraîchers locaux, quoi. Donc évidemment, plus de viande quasiment, et voilà, et pas mal de systèmes D pour trouver le moyen de récupérer dans les invendus, dans les grandes surfaces ou dans les boulangeries. Donc ça, c'est aussi intéressant quand on n'est pas habitant ou habitante d'un territoire où évidemment on ne peut pas être autonome en produisant nous-mêmes notre nourriture. Quand on vient plutôt comme ça se greffer à un territoire, il y a toujours un temps d'adaptation où il faut bien comprendre là où on est, de quelles ressources on peut disposer aux alentours, quoi. Et puis voilà, donc surtout le système, et puis aller aussi les cueillettes, enfin il y a eu pas mal de cueillettes qui ont été faites, alors ça représente pas c'est minime hein, ce que ça peut représenter, mais quand même glaner des choses. L'an passé on a fait du grappillage, donc on a produit du vin qui est bon maintenant que cette année, mais ça nous fait aussi un petit trésor qui va nous permettre de boire du vin qu'on a fait nous-mêmes. Enfin ce genre c'est des savoir-faire de débrouillardise, je dirais, qui s'acquiert avec le temps, quoi. Et évidemment, la question financière, elle existe et elle est pensée, quoi. On essaye de la réduire au maximum. On essaye d'apprendre à faire avec peu, mais tout sans pour autant sacrifier le plaisir qu'on peut avoir à manger ou quoi que ce soit, quoi. Et l'éthique qui rentre en ligne de compte. Ok, merci. On peut passer à une autre question du coup. Donc celle-là, c'est 3 questions, 3 en 1. Alors, j'ai l'impression que les projets présentés quittent le registre du visuel pour tendre vers une approche tactile, gustative. Et je me demande si ce n'est pas aussi la volonté de se déconnecter du monde virtuel, ultra-visuel, ambiant.
Par ailleurs, on parle beaucoup de visibilité dans l'écologie de l'attention actuelle. Les projets présentés peuvent être lus comme des volontés de reconfigurer notre rapport à notre environnement. Par ailleurs, cette sensibilité et sensibilisation vous semblent-elles déterminantes dans le contexte que nous connaissons et pourquoi? Cela s'adresse un peu à tout le monde. La question est difficile, enfin elle est difficile, elle est surtout, elle implique d'y réfléchir un petit peu. De notre côté, avec Thierry, je voudrais dire que c'est vraiment c'est le visuel quand même qui, au départ, a initié cette recherche-action. C'est parce qu'on avait fait cette collecte de photos des repas des enfants que l'émotion a été très intense et qu'on a décidé d'aller, de regarder en face cette émotion et de creuser ce qui se passait derrière. Et donc, le travail qu'on a fait tout le long, il a été quand même très associé à l'image, à cette qualité ou à cette non-qualité, cette imperfection de l'image et de la prendre en compte pour la contourner et essayer de jouer avec le registre des adolescents qui est aussi cette connexion au doudou portable qui d'ailleurs ne concerne pas que les adolescents, mais tout ce que nous sommes. Et donc, de travailler avec ça. Donc, on est parti du portable et de ce visuel pour ensuite le contourner et en faire autre chose, puisque de ces images-là, ensuite, on a travaillé avec la terre, avec le plastique, avec les emballages et avec d'autres matières. Mais ces matières-là avec lesquelles on a travaillé, par exemple les emballages, on a réalisé avec les emballages un cercle chromatique grâce à Léa, la prof d'art plastique d'Henri Barbus. Et donc, on a travaillé aussi sur le visuel partant de cette matière que sont les emballages. Après, dans les différents projets qui ont pu dériver de ces premiers projets, je crois que justement le contournement que m'avait amené moi à faire ce travail en tant que chercheur m'a amené ensuite à rejeter complètement ces objets-là que peuvent être les téléphones portables et à revenir au dessin, à revenir à la peinture, à revenir à une observation très sensible et très tactile. Et tout ça, c'était bien avant le contexte du Covid. Donc oui, il y a un contexte actuel qui fait qu'on a peut-être tous encore plus besoin de ces contacts-là, mais je me trompe peut-être, mais je pense que pour aucun d'entre nous, c'est lié au contexte sanitaire actuel. Au contraire, même je crois quand on a vu le contexte sanitaire arriver, on n'a pas été forcément surpris. Anthony, j'ai l'impression que l'image joue un grand rôle aussi dans ta pratique. En fait, l'imagerie, ouais, joue un grand rôle. Et après, des fois, j'ai envie de dire l'esthétique, je m'en fiche, mais pas du tout en fait. Parce que si on regarde 15 ans de travail, je pense que même si le fond de mon travail a changé, je pense que l'esthétique, c'est toujours la même. Et je suis attiré par ces formes animales, beaucoup autour du médiéval. Je vais beaucoup chercher autour du médiéval. Moi, c'était compliqué, l'art minimal conceptuel quand j'étais en école d'art. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire des formes grasses qui font rire. Mais la question est compliquée. Il faudrait prendre du temps pour y répondre. mais du coup, c'est moi qui rebondis sur cette question du Mhm. public, mais peut-être c'est quand tu parles d'olfactif, de gustatif, etc. C'est vrai que c'est des sens que tu mets en avant plus que l'image, alors que l'image joue un grand rôle dans ta pratique. Comment tu concilies ces différentes dimensions des sens sensoriels? Je pense que c'est un rapprochement au langage parce que j'essaie de pratiquer, par exemple, sur le sensoriel, sur le gustatif. J'ai fait, il y a quelques années, pas mal de pièces autour du gustatif, autour des familles. Mais c'est avant tout un plaisir de comprendre comment ça fonctionne et puis après de les remettre en scène, mais à travers le langage dans un dessin, que ce soit... ouais, c'est de la pseudoscience.
Mais T'honore pas. Peut-être Jean-Philippe ou Théo du collectif, un mot sur cette question du rôle de l'image ou de l'éloignement de l'image dans votre pratique. Oui, du coup, nous, en tout cas, moi, en tant que tel, j'ai pas de pratique artistique, vu que moi, je suis plutôt en coordination de projet. Mais justement, par rapport à Zone Sensible et l'approche qu'elle a, en effet, nous, on a une approche visuelle qui est importante parce qu'on est un collectif artistique et pas un collectif d'agriculteurs. Donc, tout est pensé, tout est réfléchi, un peu sur le dessin de la ferme, sur comment ça a été fait. Mais quand on a la question, on dit est-ce qu'on cherche à se rapprocher d'une approche tactile ou gustative? En fait, non, on se rapprocher plutôt d'une approche sensible. On ne s'appelle pas zone sensible pour rien, en fait. C'est justement qu'est-ce qu'on arrive à produire par les images, mais aussi par la programmation, par ce qu'on fait, et ce que ça produit chez les gens, quelles sont les émotions qui sont produites avec tout ça. Et c'est ça qui est important, en fait, c'est justement quand des personnes viennent nous voir parce qu'ils disent « Ah, bah, c'est une ferme, j'ai envie d'être ouvert », et bah, du coup, qu'on puisse leur parler d'art, qu'on puisse leur parler d'alimentation, et en fait, utiliser, ou alors des personnes qui viennent que pour l'art, parler d'écologie, en fait, utiliser différents vecteurs pour réussir à toucher au maximum les personnes. Et en effet, pour nous, c'est important. Je ne sais pas si c'est reconfigurer notre rapport à notre environnement, comme tu dis dans la question, mais en tout cas, c'est recentrer un petit peu les choses. Nous, on revient un petit peu aux fondamentaux, en fait, en cultivant en permaculture. Ce qui est assez drôle, c'est que quand l'agriculteur qui était là avant, qui était né dans cette ferme et qui livrait Paris en charrette à l'époque, revisite, il dit « Ah, mais c'est marrant, vous cultivez comme ma grand-mère ». Bah oui, c'est aussi un peu ça. Et du coup, on redéfinit pas, mais en fait, on recentre un peu la question de l'environnement, la place que ça peut avoir au niveau de la nature en ville. Et c'est ça ce qui est aussi important à noter, parce que ça crée du lien, ça crée des légumes, ça crée du vivant, ça crée de la sensibilité. Et c'est ça qui est assez important. Et on s'en sert dans notre approche artistique et dans les artistes qu'on invite en résidence, qu'on veut qu'il y ait ce lien qui existe. Une autre question peut-être? Oui, alors celle-là s'adresse peut-être plus précisément à Anthony Duchesne. C'est avez-vous rencontré en tant qu'artiste des limites quand vous avez commencé à amorcer un travail avec des paysans et des paysannes? bon, la limite, elle a été financière. Sinon, c'est pas des gens qui ont vraiment des limites. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si vraiment on s'est heurté à quelque chose, c'est du budget, en fait. Parce que je donne un exemple, il y a un vigneron en Catalogne Sud qui vinifie en amphores, et les amphores sont enterrés directement dans les parcelles. Donc, il cueille le raisin et il le redonne tout de suite à la terre. Les fermentations se passent dans ces sols. Et je lui avais proposé, je dis, ça serait encore plus fort si tes amphores sont fabriqués avec la terre du domaine, avec l'argile du domaine. Mais c'était très compliqué à mettre en place. Je dis pas qu'on pourra pas le réaliser, mais c'était pas évident. Après, voilà, non, c'était vraiment purement autour du budget. Sinon, on peut s'amuser. Enfin, on peut développer des choses et les limites, pas forcément. Peut-être un point pour rebondir, Anthony, sur cette question des agriculteurs. Nous, dans le travail avec les adolescents, on a aussi cherché à plusieurs reprises et incité ce contact avec des agriculteurs. Et on s'est heurté à ce que d'autres chercheurs ont montré sur, par exemple, les AMAP, les réseaux de circuits courts divers, qui est le temps et la disponibilité et le fait que de nombreux acteurs urbains oublient que ce sont des personnes qui sont en train de travailler et qu'on leur prend du temps de travail quand on va pour visiter, etc., etc. En fait, souvent, les agriculteurs qui viennent faire des interventions dans les classes, où c'est vraiment formidable le contact qui se joue à ce moment-là, où les enfants, les adolescents qui vont en visite sur les fermes, tout ça, c'est du temps qui est pris sur du temps de travail. On sait déjà que le métier d'agriculteur est très, très prenant. Et donc, je voulais souligner à ce sujet-là, il y a une initiative avec laquelle on a pu travailler aussi qui s'appelle Tableau Vert, qui est dans l'Ain, qui propose à des agriculteurs, dont c'est le métier principal, de développer une activité pédagogique en parallèle de leur activité principale et d'être aussi rémunérés pour cette activité pédagogique. Et ce n'est pas anodin, en fait, cette question de la rémunération pour une activité de sensibilisation.
et je ne parle pas de ferme pédagogique, hein, je parle bien d'agriculteurs qui dédient une petite partie de leur temps à cette question de la sensibilisation et qui la font aussi payer. Et voilà, tout en étant très critique sur cette monétarisation de tout, on est néanmoins aussi obligé de prendre en compte cet aspect-là dans un monde où la limite urbain-rural et sur la représentation des uns des autres est souvent assez faussée. Donc, c'est formidable des urbains qui entrent en contact avec des agriculteurs, mais c'est aussi important de se rendre compte de ce que ça implique aussi pour des agriculteurs. Donc, en général, il n'y a pas du tout de réticence, hein, Anthony, je vous suis complètement, mais j'apporte ça en plus, voilà, aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, moi, quand je prends contact avec les vignerons, il y a eu un rapport aussi travail, c'est-à-dire que je demande à aller passer du temps et à travailler avec eux pour comprendre. Et c'est ça aussi qui m'a ouvert l'esprit, c'est de mettre les là-dedans. Et aujourd'hui, si je suis passionné de vin 10 ans, je ne peux plus mettre le nez dans un verre avec du vin conventionnel parce que j'ai compris comment ça fonctionnait et je ne peux plus. C'est fini. Mais oui, cette question est... Je voulais... Pardon. Non, pardon, non, c'est moi, c'est parce que la question est étrange. Déjà, paysanne, bon, on habite le pays, peut-être en étant sabotier, pas forcément producteur d'aliments. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, les agriculteurs sont pas plus ou pas moins accueillants que d'autres. Hein, donc, la question de la rencontre, elle est encore au cœur du processus d'enquête et de recherche-création. Donc, c'est comment on met en condition une rencontre qui puisse être dans un jeu d'hôtes où on est tous un peu commensaux. Voilà, donc partager la même table. Une autre chose intéressante, c'est une initiative de Yes We Camp à la pépinière urbaine de Vive-les-Groux à Nanterre, où ils mettent en place un AMAP pour les enfants. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que le panier, au-delà de la question de produire une alimentation, c'est aussi on échange des connaissances horticoles, maraîchères, arboricoles, et les enfants participent à la production de cette connaissance. Et ça, c'est important parce que c'est un moyen, un levier d'action pour qu'on soit dans des logiques de transmission voilà, entre différentes visions professionnelles, et qu'on comprenne aussi que la question de l'urbain et du rural aujourd'hui est une question qui saute un peu, et que c'est plutôt, encore une fois, des questions de densité urbaine, de représentation de notre espace et à travers l'alimentation qui est au cœur de nos pratiques. Peut-être d'autres questions, Jessica, comme le temps passe. Oui, alors il y en a une sur les récits recettes. Donc la personne demande que sont devenues les recettes. J'ai cru comprendre qu'elles ont été collectées auprès des habitants, mais quelle est la suite après cette récolte? Je crois avoir compris qu'il y aura un livre, mais est-ce qu'il y aura d'autres usages? Combien ont été recueillis? En combien de temps? Auprès de combien de personnes? Eh bien, je peux répondre puisque j'avais coordonné ce travail de collecte et d'entretien avec les habitants. Donc, nous nous sommes entretenus avec une trentaine de personnes de provenances très diverses et chacune donnait entre 1 à 5 recettes. Ça dépendait les recettes du passé, les recettes de présent et de celles qu'on imaginait vouloir rendre possibles à l'avenir. Donc, il y a toutes sortes de recettes, hein. Ça peut aller, je vous dis, d'une sauce tomate un peu particulière à un gratin dauphinois ou à d'autres choses encore. Elles seront mises en livre grâce au collectif Silo, du coup, et Coal, bien entendu. Et puis, ce livre, eh bien, je te laisse la parole, Jean-Philippe, pour dire comment Zone Sensible va tirer parti à la fois de ce livre et des recettes et de la manière de l'ancrer dans le territoire de Zone Sensible. Oui, donc là-dessus, tout est à imaginer, on est encore en réflexion, mais en tout cas, il fallait faire une restitution de ces recettes, parce qu'il y a eu un travail du coup qui a été fait de collecte et savoir comment on le faisait. Donc la première étape, c'est cette invitation à Silo pour travailler sur le livre de récits recettes. Donc c'est un premier livrable qui va être fait, et ensuite on va réfléchir à comment pouvoir l'activer. Donc déjà, il y a eu une présentation publique de ce roman, enfin de cet ouvrage au mois de septembre. Il y en aura un lancement public en 2021 une fois que l'ouvrage sera terminé et édité. On va essayer d'inviter aussi les personnes qui sont présentes pour pouvoir
pouvoir prendre connaissance. On va leur Je veux dire, offrir, les personnes qui ont été à l'initiative, à l'origine de ces recettes. on va leur offrir le livre et après, on va essayer de voir comment le mettre en application. Donc là, sur Zone Sensible, l'idée, c'est que c'est un lieu de production, mais on veut que ce soit un lieu de transformation. Donc, il y a déjà des éléments de cuisine. On va créer une cuisine professionnelle qu'on va installer, si tout va bien, au printemps. Et donc, pourquoi pas ensuite inviter les contributeurs et contributrices qui ont donné ces recettes à venir la cuisiner sur site avec les légumes de Zone Sensible. C'était aussi un peu l'idée, c'était qu'on a toute une liste de légumes maintenant qui sont sortis de ces recettes. On a déjà expérimenté certains et on va en mettre d'autres pour pouvoir en cultiver sur le site et pouvoir faire avec elles et eux la cuisine, la transformation avec les légumes. Ça, c'est un vrai enjeu pour nous de pouvoir vraiment avoir une dimension participative et expérimentale à travers de ce projet. Je me permets, est-ce qu'il y aura un travail fait avec les collèges de Saint-Denis et les restaurations collectives de façon à ce que ces recettes soient un copyleft et que les chefs des restaurations collectives puissent là aussi honorer les familles, les enfants et qu'on soit dans une logique d'ancrage dans le territoire où il y a une reconnaissance, parce que la question de la valorisation de ces savoirs pour les collégiens, enfin on le voit à Barbus, elle est importante et ça peut être aussi un moyen dans les restaurants collectifs des collèges pour justement favoriser cette reconnaissance de ces pratiques gastronomiques et maraîchères. Est-ce que vous avez prévu ça ? Alors, en toute honnêteté, non, mais c'est très intéressant. En fait, ça dépend des formats qu'on fait. Il y a plusieurs formats de résidence artistique qu'on fait avec des écoles ou des collèges. Là, c'est une résidence qui s'est fait un peu tronquée, vu que les recettes ont été faites en 2017. Silo, ils sont sur une période un peu courte là-dessus, donc on n'a pas eu le temps vraiment d'expérimenter aussi le lien avec les habitants là-dessus, mais ça pourrait être intéressant. Nous, on est tout à fait ouvert justement à communiquer au maximum les résultats de ce travail de recherche-action et pouvoir ensuite les envoyer au service de la ville pour imaginer aussi des formes que ça pourrait prendre. Moi, ça me semble très intéressant, en tout cas, cette piste de travailler avec les cantines et les collèges là-dessus. Après, je ne sais pas comment ça se fait dans les faits et je ne sais pas le degré d'implication que pourra avoir là-dessus, mais en tout cas, on travaille déjà, nous, de base avec les services santé de la ville, parce qu'on sait que Saint-Denis, il y a des gros enjeux de mauvaise alimentation, parce qu'il y a un jeu de junk food assez important et c'est beaucoup plus facile d'aller manger un kebab que de prendre un panier de légumes bio. Et du coup, on est suivi un peu là-dessus. Et du coup, voilà comment on peut communiquer ça. On travaille avec la Maison de la Santé aussi de Saint-Denis. Peut-être qu'il y a des choses à faire. On fait déjà des ateliers cuisine avec des enfants. Peut-être que ça peut être ça, les expérimenter dans le cadre de ces ateliers avec eux. Donc là encore, tout est à imaginer. On n'a pas encore le livrable final. On a les recettes, mais on va voir aussi comment pouvoir utiliser l'outil. Et ensuite, il faudra l'utiliser, que ce ne soit pas juste une recherche qui s'est faite entre 2017 et 2020 et ensuite qui s'est terminée et qui n'a plus du tout de pérennité. Juste, c'est important parce qu'avec le travail avec Sugar Killer, la métropole de Lyon, et ça fait partie des questions sur l'impact, je vois que Julie acquiesce, mais effectivement, avec Aurélie et le réseau Marguerite, on continue à travailler avec la métropole de Lyon. Ce qu'on fait apparaître les self-food, c'est par exemple la forte proportion de viande, mais de la mauvaise viande pour les repas du soir, ce qui pose des problèmes de régime alimentaire pour les repas du midi au collège. Et la métropole de Lyon, grâce au self-food, ont commencé une réflexion sur peut-être rééquilibrer et rediversifier la proportion de viande dans les menus au regard de ce qui était consommé chez les adolescents dans leur famille le soir. Et donc ça fait partie de l'impact. Voilà, mais ce n'est pas un impact, c'est plutôt une co-construction, encore une fois, où les auteurs, les co-auteurs que sont les collégiens montrent à d'autres publics que sont les administrateurs des restaurations collectives que les habitudes alimentaires ne sont pas celles forcément qu'on croit. Voilà. Et après, l'autre point aussi en termes d'acteurs convoqués, là, l'un des gros résultats de toutes ces années de recherche auprès des adolescents, ça montre qu'on a tendance à réduire cette question de l'alimentation à l'école, à la cantine ou au potager. Et en fait, moi, je me suis beaucoup battue et je continue à me battre beaucoup pour ça. C'est qu'il n'y a pas que la cantine et le potager, il n'y a pas que la restauration collective qui est là pour parler d'éducation alimentaire. Et donc, on a parlé de créer une éducation agri-alimentaire pour montrer que c'est aussi et avant tout dans la salle de classe que les choses se font. Donc, s'il n'y a pas d'espace pour faire un potager au collège, ce n'est pas grave. Et s'il n'y a pas de cantine dans un établissement scolaire, là, c'est vraiment le cas à Barbus, par exemple, ce n'est pas grave. On peut faire quand même des choses sur l'alimentation et sur l'agriculture et l'alimentation. Donc, en termes de rapprochement d'acteurs, ce n'est pas uniquement la cantine
ou les personnes qui s'occupent des espaces verts dans un établissement scolaire, mais c'est beaucoup par les enseignants et ça peut déjà se passer dans une salle de classe avant même de se passer dans la cantine. Peut-être une dernière question autour, peut-être Jessica, de l'aspect formel. Je vois qu'il y a une personne qui pose cette question. De l'aspect formel. Alors, je regarde parce qu'on a encore pas mal de questions. Oui, je sais, mais c'est vrai que C'est difficile de sur les choisir. formes partageables des travaux, Ah quels oui. sont les outils ou lieux d'exposition ou de visibilité, comment un public qui n'a pas participé à cette recherche, création peut l'avoir, et qu'est-ce qui est à voir finalement? Je vais répondre parce qu'elle est adressée à Thierry et Julie. Mais bon, donc là, il y a une exposition qui est peut-être en cours, mais si le Covid le permet, à l'île de la Réunion, où on continue l'enquête Sugar Killer dans un haut lieu de la production de sucre et de canne à sucre. Parce qu'on a beaucoup parlé des néonicotinoïdes et de la betterave. On a fait des semis de betterave dans des bouteilles de coca dans les classes de Barbus. Et là, il y a l'occasion de présenter le résultat de ces semis de betterave dans des bouteilles de coca sur l'île de la Réunion. Donc, l'île de la Réunion peut être à Saint-Denis, donc de la Réunion. Il y aurait peut-être une exposition, mais encore une fois, le format de l'exposition, comme pour l'école de l'Anthropocène ou comme pour la bibliothèque de Vaux-en-Velin, le format de l'exposition, c'est plutôt des supports visuels, des supports de transmission pour mettre en débat et en essayant de reproduire des situations de transmission avec des collégiens. Donc, on n'est pas sur un format classique, on va dire, de émetteur-récepteur grâce à un média qui concentre le message. On est plutôt sur un ensemble de supports assez hétérogènes et après, il y a un travail de mise en débat de tous ces supports. Voilà, bon, donc du coup la visibilité, après il y a Internet. Important quand même, les 3 ans de recherche-création ont été financés aussi, surtout par la Fondation des artistes. Donc c'est pour dire à quel point c'est multi-acteurs et c'est... Voilà, il y a des questions de moyens qui interrogent. Donc il n'y a pas de moyens pour exposer ou pour publier dans le cadre de Sugar Killer. Et Anthony, je me posais la question de ces slips, est-ce qu'ils sont exposés? Ils ont été exposés. Il y en a qui sont encore enterrés, mais oui, le but c'est de montrer ce travail. Il y a déjà eu d'ailleurs une expo, Les Dessous de la Terre, mais qui était... Pardon, oui. Et quelles sont les réactions Les réactions, elles sont dures au début, mais quand on explique comment c'est fait, les gens sont un peu plus intéressés. Mais le rapport à l'objet était un peu dur au début. Dures de quelle manière? Esthétique, je pense. C'était pas beau. C'est pas très beau, non. Mais non, mais après, ça... Je pense qu'il faut parler, il faut expliquer. C'est comme le processus de comprendre l'art. On aime, on n'aime pas l'esthétique, mais bon, il y a quand même un fond de travail, un développement, et c'est aussi important. Et Jean-Philippe, au collectif Silo, qu'est-ce qui, en matière d'exposition ou de ce qui est à voir quand on n'a pas participé au processus lui-même? Nous, on essaye de mettre autant d'âme possible dans les multiples on a choisi de faire du multiple, que ce soit des disques vinyles ou des cassettes ou bien des ouvrages imprimés, qui sont souvent les résultats d'expériences concrètes collectives qu'on a vécues ensemble ou avec les gens avec qui on a travaillé, à la fois dans le contenu et à la fois dans la forme, puisque c'est très rare qu'on imprime loin, enfin c'est souvent nous qui prenons en charge l'impression. On essaye de quand même donner une sorte d'âme, d'aura, on va dire, à chaque objet multiple, même s'ils sont multipliés. Et puis après, ce sont quand même il y a toujours une perte avec vis-à-vis de l'expérience initiale, mais il y a quand même voilà, ça se diffuse et ça s'essaime, et puis ça se donne à lire, à écouter. Après, on utilise aussi beaucoup la radio.
des processus un peu à mi-chemin entre le documentaire et la création radiophonique et la musique expérimentale qu'on essaye de mélanger. Donc la radio, c'est un très bel outil pour nous. Web radio ou radio FM, voilà, les ondes sont des beaux outils aussi. Et puis après, après nous, quand on fait pas vraiment d'exposition en tant que telle. C'est plus des moments de workshop ou de création in situ dans des lieux. Et du coup, c'est de l'ordre de l'événement, de la convivialité. Et c'est des choses qui nous échappent pas complètement, mais qui sont vécues et qui n'ont pas vocation à être archivées. Mais ce qui compte là, dans ces moments-là, c'est la présence et le faire ensemble. Et du coup, la condition, enfin la crise sanitaire actuelle, c'est terrible pour nous parce qu'on ne peut plus se retrouver et ça nous peine beaucoup. Mais bon, voilà, on se concentre sur les objets, quoi, du coup. Et Jean-Philippe, sur cette zone sensible et l'exposition et ce qui est à voir une fois que tout le monde n'est plus là pour parler de la recherche-création. Ce qui est important pour Zone Sensible, c'est qu'on le développe du coup comme un centre de production d'art et de nourriture. Donc il y a la dimension de production qui est importante du coup avec ces artistes en résidence qui viennent et qui laissent une trace de leur passage. Généralement, voilà, tous les artistes en résidence, à la fin, il y a un rendu qu'on laisse, une œuvre pérenne qui reste sur le site. En tout cas, l'œuvre de Victor Romer, l'horloge de légumes, que je vous montrais tout à l'heure, c'est le cas. Donc là, pour le coup, il débute sa résidence, mais il va en faire une autre par la suite. Et donc, il y a différents temps. Il y a le moment d'expérimentation, donc qui est avec par l'artiste, par les chercheurs qui sont présents, expérimentation qui peut se faire de façon collective et publique, par des ateliers, par des workshops. Donc c'est une dimension qui est importante et du coup qui mobilise un certain public aussi. Il y a la monstration, donc quand les événements, donc nous, Zone Sensible, c'est un lieu d'accueil des publics de plein air, donc c'est très important. On a créé un espace qui s'appelle l'espace 365, qui est dédié 365 jours par an à la création contemporaine. C'est un endroit où on ne cultive pas, mais on fait des expositions, on fait des rencontres, il y a des conférences, donc c'est très important pour nous, en tout cas, qu'on valorise cet espace. Et du coup, donc, il y a des temps publics qui se marquent là-dessus, du coup, on peut découvrir le travail, on fait une médiation. Ça reste le temps que ça reste, c'est toujours variable. Et après, quelle est la trace qu'on va en garder? Donc là, avec Silo, la trace, du coup, ça va être un livre de récits recettes, plus les événements qu'on va refaire derrière. Pour Victor Romer, ça va être une œuvre. Pour Nicolas Havette aussi. Enfin voilà, ce qu'on peut en garder et ce qui est le livrable finalement et comment on le valorise ensuite. Donc nous, on n'est pas vraiment les rois de la communication. On n'a toujours pas de site internet depuis 2016, mais en tout cas, on y travaille. Et c'est aussi voilà, quelles sont les traces qu'on va garder sur le site de façon numérique. C'est aussi important. Quelle est l'histoire à l'intérieur et comment on la raconte, et à qui elle va s'adresser. Et l'idée, c'est qu'elle puisse s'adresser au maximum de personnes. Ben, écoutez, je crois qu'à moins qu'il y ait une question importante, Jessica, je crois qu'on peut arrêter là pour ce soir. Il y a encore plein de questions, mais on pourrait continuer encore, encore des heures, mais je pense qu'on peut arrêter vu l'heure qu'il est déjà. Excusez-moi, moi je suis pas d'accord. La capacité du numérique, c'est de pouvoir échanger. Il y a plein de gens qui ont posé des questions, on n'a pas répondu. On va essayer d'y répondre très brièvement. On peut faire balayer les questions rapido et puis on voit si nos réponses express Alors ont vas-y. du sens. D'accord. Alors, bah justement, Mais rapidement alors. bah justement, Thierry, alors je voulais te demander d'une part si tu avais envisagé que l'absence de tirer entre recherche et création ouvrait un espace tiers entre la recherche et la création, et d'autre part, comment cette recherche-création avait mis à l'épreuve ta professionnalité et celle de Julie également. On en a parlé, c'est-à-dire qu'il y a eu des effets pragmatiques dans la co-construction de cette recherche-création avec Julie sur un partage de territoire à Vaux-en-Velin, au lycée Henri Barbus. Et du coup, en faisant ce travail d'écoute des pratiques alimentaires des adolescents, eh bien, il y a un espace tiers qui est effectivement celui de l'espace de la classe, celui des adolescents, de leurs pratiques, de comment eux-mêmes formulent les questions, comment ils souhaitaient s'adresser. Enfin, voilà, ils ont développé, en gros, ils ont amorcé une enquête sur comment le sucre les rend dépendants et peut-être en vue de réunir des pièces à conviction sur voilà, des entreprises criminelles qui rendent leur consommation addict à
voilà. Donc, comment ça passe par l'image, etc. Donc, tout ça, c'était inattendu. Donc, l'espace tiers, c'est cet espace d'Aurélie, des collégiens, etc. Je n'ai pas du tout anticipé. Et concernant la mise à l'épreuve, forcément, entendre que Coca-Cola, c'est la vie, devoir même faire la publicité de cette entreprise qui est juste, qu'on pourrait qualifier d'écocide, avec des pratiques d'écocide, ça me pose un problème en fait. Et donc essayer d'entendre, de comprendre pourquoi ce soda est devenu aussi important que l'Eucharistie, voilà, ça me trouble. Voilà. Donc, et comment transformer ça, comment redonner le pouvoir aux adolescents sur leur propre alimentation et comment faire en sorte que la vie, ce soit la leur et pas celle de Coca-Cola. Ça, c'était un des enjeux. Après, la mise à l'épreuve, c'est effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'énergie consacrée à d'essayer de remonter dans une logique de bottom-up, du bas vers le haut, et de sentir beaucoup de réticence quand même, notamment du monde de l'art contemporain, beaucoup de réticence pour pouvoir accueillir ce genre de pratiques dans d'autres champs, voilà, que celui de l'espace de la classe, que celui dans les champs des agriculteurs, enfin celui du laboratoire avec Julie. Compliqué, bon, heureusement il y a l'école de l'Anthropocène, etc., mais compliqué d'aller encore un peu plus haut, quoi. Voilà. Mais sur le numérique, là que je vois, c'est finalement cette époque de Covid et puis de numérique généralisé, comment des pratiques aussi sensorielles, aussi ancrées dans la terre que toutes les vôtres, eh bien, deal avec ce numérique. Comment on arrive à refaire quelque chose qui ait du sens avec ce numérique? Pardon, je me permets, mais parce qu'en fait, le travail de nécessité fait que j'ai pas eu de problème en fait avec le confinement. Là, je reviens d'un atelier avec des enfants en inter. Bon, j'ai eu cette chance pour ce deuxième confinement qu'on peut intervenir dans les collèges et dans les écoles. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais sur le terrain, depuis avril, on a la possibilité de mettre en culture des courges. On a fait un champ de courges à Gratier, la Villeurbanne, pour faire après une soupe populaire en octobre. Voilà, en fait, sur le terrain, on arrive à trouver des solutions, on arrive à dealer sur cette notion de nécessité. Voilà, la culture fait nécessité. En revanche, sur le contact avec les enseignants, ils sont fatigués et ils ont raison d'être fatigués et ils sont sous pression de tous les côtés. Donc, en ce moment, le travail avec les classes, il est pas toujours facile, en particulier en collège, lycée. Parce que déjà, à chaque fois qu'on fait ce genre de travail, on prend sur le temps de ces enseignants aussi, qui est du temps qui est dédié au fameux programme. Donc, c'est là où la question de la professionnalité, elle est aussi intéressante, parce que les enseignants, ils se mettent aussi en danger parfois vis-à-vis de leur corps professionnel, du corps professionnel auquel ils appartiennent. Tout ce temps de projet, bien sûr qu'il y a officiellement du temps pour des projets dans l'éducation nationale, mais ça ne doit pas se faire contre les programmes. Donc, et actuellement, les enseignants, ils sont pas forcément... Ils auraient envie de continuer à faire beaucoup de projets, mais c'est un public avec lequel, enfin, je trouve avec lequel il faut avoir beaucoup d'empathie en ce moment. Donc le numérique, oui, on pourrait continuer à faire plein de choses avec le numérique, mais c'est pas forcément facile avec les enseignants et ensuite avec les élèves. C'est pas non plus facile parce que, comme vous le savez, il y a des fractures numériques qui existent, donc tout le monde n'a pas accès aux outils pour faire des ateliers, des pratiques qui puissent être partagées sur le plan numérique. Donc là, au final, on revient beaucoup à cette question des inégalités et on sait très bien que cette période 2020, elle a largement contribué à les creuser et sur le plan alimentaire et sur tous les autres plans. Jessica, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée, Thierry, il y a un moment donné où il faudra quand même arrêter. Je sais qu'on aura l'occasion de poursuivre ce dialogue, ne t'inquiète pas. Peut-être une dernière question pour Anthony Duchesne. Du coup, pour rebondir sur ton exposition des Dessous de la Terre, de quelle manière appréhendez-vous la décontextualisation de l'espace intérieur de la salle d'exposition?
C'est compliqué. C'est pas évident de. En fait, en ce moment, je vais chercher dans la nature des choses, les remettre dans un contexte de galerie, mur blanc. Des fois, c'est un peu problématique pour moi de plus en plus. Là, j'ai envie de changer un petit peu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, sortir un peu de ce système art contemporain. Donc l'envie de ces pièces in situ chez les vignerons qui auront un rôle sur la biodiversité, c'est ça qui m'intéresse plus aujourd'hui, même si je suis toujours très heureux de continuer à faire des expos en galerie ou en musée ou autre. Mais voilà. Eh ben, écoutez, le voilà sera le mot de la fin. C'est un très bien, voilà. Et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Demain, un autre webinaire où nous accueillerons Olivier Darnay, donc avec Zone Sensible à nouveau. C'est lui le fondateur, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure. Fernando Garcia Dori, qui est artiste, fondateur et directeur de Campo Adentro, avec la question du pastoralisme notamment. Et puis Maria Talia Carras, qui est fondatrice de Locus Athènes et avec tout un travail autour de la boulangerie cette fois-ci. Donc, nous parlerons à nouveau de nourriture. Et merci à tous ceux qui ont bien voulu assister à cette passionnante conversation. Au revoir. Toujours difficile le revoir au numérique. Hein. Bien, en tout cas, merci pour tout, hein, pour cette organisation. Bravo et merci. Au revoir. Merci. Au revoir.